Cette décision modificative numéro 2 a été placée sous le signe de la technicité dès sa présentation en commission. On a pu entendre qu'il s'agissait de petits ajustements sans conséquence, et même que pour enrichir cette présentation, on avait bien voulu nous donner l'information sur les recettes alors que ce n'est pas une obligation. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette décision modificative numéro 2 confirme la tendance que nous indiquions lors du vote du budget primitif. Je ne retiendrai que deux éléments majeurs. D'abord, la poursuite de la hausse des dépenses de fonctionnement. Cette incapacité à réduire ces dépenses devient inquiétante, alors même que mois après mois, le vice-président s'échine à nous dire combien il souffre pour tenter de mettre en œuvre son plan de marge de manœuvre. Cet échec se constate encore aujourd'hui. La majorité propose une progression des dépenses réelles de fonctionnement de 2 780 238 €, malgré une baisse en trompe-l'œil des dépenses de gestion courante. En effet, hors dépenses normées majoritairement, l'APA et le RSA, les dépenses de fonctionnement sont en progression. Plus 1 718 156 € pour les charges à caractère général, plus 10 628 519 € pour les autres charges de gestion. Quand monsieur le vice-président tente de montrer une baisse, il intègre les dépenses d'ordre, c'est-à-dire le jeu d'écriture comptable. C'est d'autant plus un mauvais résultat que les recettes fiscales progressent, elles, de plus 6,5 millions d'euros, ce qui démontre aussi deux impacts négatifs. La pression fiscale sur les ménages et les entreprises est de plus en plus lourde. Les recettes nouvelles servent à financer notre train de vie quotidien et ne bénéficient pas à l'investissement, contrairement à vos engagements. En conclusion de ce premier élément, on constate que l'effet ciseau n'est pas endigué, tout au contraire, il s'amplifie. L'épargne de gestion diminue ainsi de 10,2% sur une année pour baisser à 289 318 444 €. Et le second élément majeur d'inquiétude est l'impossibilité à tenir notre capacité d'investissement sur le long terme. Plusieurs éléments démontrent cette faiblesse. D'une part, on ne peut que s'étonner de votre satisfaction de voir l'épargne brute progresser sans en donner la vraie raison. Elle ne progresse pas par une meilleure gestion, mais en raison du non-enregistrement des frais non récurrents de désensibilisation des 3 emprunts structurés directement enregistrés en charge financière en 2016. De même, l'autofinancement prévisionnel provient pour grande partie du report du résultat 2016 pour 84 millions d'euros sur 296 millions d'euros. Ce report étant le retard cumulé des opérations d'investissement. Et donc, les dépenses d'équipement sont en baisse de 1 693 995 €. Ce n'est pas anodin. Cela vous permettra à la fin de l'année de masquer un peu plus le faible taux d'exécution des dépenses d'investissement qui n'a pas dépassé les 77,8% en 2016. Là aussi, M. Brome, vous faites des petites cachotteries à vos collègues de la majorité. Car même si vous n'en parlez pas, vous l'avez bien vu, n'est-ce pas cette dégradation de notre capacité d'investissement? D'autre part, le taux d'épargne brute s'établit à 8% des recettes réelles de fonctionnement, le seuil d'alerte est à 7%. Et le stock de dettes bancaires et obligataires s'établit à 1 871 157 301 € en hausse de 2%. La capacité de désendettement est de 8,9 années précisément, un niveau assez élevé. C'est pas nous qui le disons, ce sont les députés LREM qui ont voté le budget de loi de finances 2018. Je lis ce qu'ils ont voté pour que nos collègues comprennent bien, et pour nos députés aussi, car je pense qu'ils en ont fait, ils ont voté sans lire réellement ce qu'ils votaient. L'article 24 de la loi décide que pour chaque type de collectivité territoriale, un plafond national de référence est défini par décret. Et pour la métropole, ce plafond se situe entre 9 et 11 années. 9 années, nous y sommes dès cette année. Si ce ratio se dégrade encore dans les comptes administratifs à venir, la métropole devra présenter un rapport à partir du rapport d'orientation budgétaire 2019 et, si besoin, des mesures correctives. Si ce rapport n'est pas produit ou si le préfet estime insuffisantes les mesures correctives visant à retrouver une trajectoire budgétaire permettant de se conformer au plafond fixé par décret, il devra saisir la Chambre régionale des comptes dans un délai de 1 mois. Voilà donc que Mme Bruniera et M. Rilligoz viennent nous donner des leçons, et vous donner en particulier des leçons de votre gestion, M. le Président. C'est bien la preuve que notre analyse n'est pas un positionnement politique.
C'est pour notre collectivité et ses habitants que, comme les membres de la majorité présidentielle, nous mettons en avant les évolutions financières négatives de la métropole. Soit vous avez donc hérité de la situation, Monsieur le Président, mais il est à présent de votre responsabilité de prendre les mesures qui s'imposent. En conséquence, nous voterons contre cette décision modificative. Je vous remercie.